Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous avons vu le refroidissement par désaimantation adiabatique électronique. Il y a donc un autre procédé qui est la désaimantation adiabatique nucléaire. Alors, juste après la mise en œuvre de celle électronique, celle nucléaire fut proposée par Gorter en 1934 et à peu près simultanément par Curti et Simons en 1935. Donc ils proposaient indépendamment, comme dans l'autre fois, à nouveau, coïncidence. L'idée était d'utiliser non plus le spin des électrons, mais le spin du noyau, c'est-à-dire le moment magnétique du noyau. Alors le principe est exactement le même que celui que nous avons vu. Il n'y a pas de différence, si ce n'est que c'est le spin du noyau qui intervient dans les interactions magnétiques avec le champ magnétique. Et c'est la même chose, à une grande différence près, c'est le magnéton du noyau. En fait, c'est ici essentiellement les protons et les neutrons, par rapport aux électrons. En effet, le magnéton, donc une unité de moment magnétique, est donné par E, la charge électrique, fois H bar, divisé par 2 fois la masse de la particule, ici la masse d'un proton. La masse d'un neutron est sensiblement identique. Or, le rapport masse du proton sur masse d'un électron, c'est 1836. Ce qui veut dire que le magnéton des protons est 1836 fois plus petit que le magnéton de Bohr. Et ça se répercute surtout, par exemple, à un rapport B, champ magnétique divisé par T, la température donnée, ça correspond à une entropie plus de 1000 fois plus petite. Parce que les niveaux d'énergie dus au moment magnétique sont beaucoup plus serrés, 1836 fois plus serrés, et donc les particules, les champs magnétiques se répartissent plus facilement entre les deux niveaux. Alors, cette technique est assez difficile. Elle nécessite des températures de l'ordre de 10 millikelvin, des champs magnétiques de l'ordre de 5 Tesla, donc beaucoup plus intenses. C'est pourquoi il n'a été mis en œuvre que dans les années 50. La température finale qui peut être atteinte est de l'ordre du micro-Kelvin. Alors prenons un exemple, le cuivre. Le cuivre a un grand J, alors nucléaire ici, donc pas celui des électrons, mais celui du noyau, qui est donné par, qui est de 3,5. Le facteur de Landé, G, c'est 1,5, toujours pour le noyau. Et la distance entre les noyaux est de 1,63 angstrom. On peut alors avec ça calculer le champ magnétique moyen dans le noyau. Il est de 3,4 fois 10-4 Tesla. Expérimentalement, c'est plutôt bon parce qu'expérimentalement, on mesure 3 fois 10 exposant moins 4. On peut tracer le diagramme entropique, exactement comme précédemment. Ici, le diagramme est un peu différent. On obtient à nouveau un S assez marqué. Ici, tracé pour un champ de 6 Tesla. La température initiale est de 10-2, donc 1 centième de Kelvin. Et à nouveau, on a les deux transformations ici, qui aboutissent pour cette courbe-ci qui est donnée pour 0,3 millitesla, et pas 0, on va voir pourquoi. Et ça correspond à une température un peu supérieure à 10-7 Kelvin. La température finale est en fait 1,5
microkelvin. Alors, on remarque que, contrairement au cas électronique, la transformation est beaucoup plus serrée. Essentiellement, c'est dû au fait qu'il est difficile d'atteindre des champs magnétiques suffisamment forts que pour descendre bas dans la courbe. Et parce qu'il faut des champs très intenses. Mais c'est suffisant, puisqu'on voit, on atteint des très basses températures. Alors, on peut donc avec cette technique atteindre des très très basses températures. Alors, mais ça, c'est la température des noyaux. Ce n'est pas la température du réseau cristallin ou des électrons, la température électronique. La température des électrons, elle, reste grosso modo à la température initiale d'un centième de Kelvin. L'électron étant isolé du noyau, il n'est pas en contact avec lui. Et donc, le réseau et les électrons ne sont pas à cette température-là, à cette température finale, mais c'est celle du réseau et des électrons dont on a besoin si on veut se servir de la substance pour refroidir un autre matériau. Parce que le contact va se faire au niveau électronique. Donc il faudrait pouvoir transférer cette température des noyaux aux électrons. En fait, ça se fait naturellement parce qu'il y a une interaction essentiellement de nature magnétique entre le spin des électrons et le spin du noyau. Et donc, il y a ce qu'on appelle un temps de relaxation, noté taux 1, appelé temps de relaxation spin réseau. Et tel que taux 1 fois la température des électrons, est noté kappa, c'est une constante qui pour le cuivre vaut 0,15 Kelvin seconde. On l'appelle constante de Corringa. Un autre facteur qui est important, ce sont les fuites thermiques. Le noyau va perdre une partie de sa température, il va absorber de la chaleur venue de l'extérieur par les vibrations, les diverses interférences, l'isolation n'est jamais totale, et on a une variation de la chaleur qui est donnée par Cn Tn. Capacité calorifique des noyaux et température des noyaux. Cela implique qu'il faut faire un compromis. Parce que si on attend trop peu de temps, les électrons n'auront pas eu le temps de se mettre à la même température que les noyaux. Notons que cette mise à température est efficace. Parce qu'à ce domaine de température, pour les électrons, on n'est plus dans l'anomalie de Schottky, et donc leur capacité calorifique est très très faible. Il faut très peu de chaleur pour faire varier leur température. Et au contraire, les noyaux sont dans l'anomalie de Schottky, comme dans le cas précédent, et eux ont une forte capacité calorifique. Donc le refroidissement est efficace, mais il prend un certain temps. Mais si on attend trop longtemps, les fuites thermiques vont réchauffer le système. Et donc, il faut un compromis, et on calcule que les températures électroniques les plus basses qu'on peut obtenir ne sont pas obtenues pour une température de noyau la plus faible possible. On trouve qu'il y a un optimum qui est donné par Tn est égal à la variation de Q, donc la perte thermique, fois la constante de Corringa, divisé par Cn. Pardon, Cn, c'est pas la capacité calorifique, c'est une constante qui s'apparente à la constante de Curie. Et ça, pour le cuivre, on obtient 30 microkelvin. Si on prend Cn sur R égale 0,14,
une perte thermique de d'un milliardième de watts par mole. C'est très faible. Il faut une très très bonne isolation pour avoir une si faible perte. On obtient 30 microkelvin. Pardon, la température Tn des noyaux est de 30 microkelvin. Et on calcule que la température électronique, dans ce cas, est de 60 microkelvin. Donc, si on travaille de façon à être à l'optimum, c'est quand même très bon. On obtient quand même des températures extrêmement basses pour les électrons et le réseau. Et cet optimum, puisqu'on ne cherche pas à obtenir la température la plus basse possible pour les noyaux, cet optimum est obtenu pour un champ magnétique BF égale le champ magnétique initial, utilisé ici, fois Tn sur la température initiale. Et donc de l'ordre du millitesla. C'est un champ magnétique faible, facile à produire. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on va choisir comme substance? Alors, en pratique, on veut obtenir une constante de Corringa la plus petite possible, pour que le temps de relaxation soit le plus court possible. Donc, la température se transfère très vite aux électrons. Et on veut, au contraire, une constante de Curie nucléaire très grande susceptibilité électrique. Et on veut aussi une grande conductivité thermique. On veut que la chaleur se propage facilement dans la substance, de façon à pouvoir refroidir facilement d'autres substances. Et si on regarde dans tous les matériaux, on constate que le cuivre est très bon. Le cuivre correspond très bien à ces caractéristiques. Il est donc souvent utilisé. Alors, il faut démarrer à des températures déjà assez basses, qui peuvent être obtenues par diverses techniques, comme le refroidissement paramagnétique électronique. Mais ce qu'on fait souvent, c'est utiliser le même dispositif. Comme ça, on n'a qu'un seul dispositif de refroidissement adiabatique nucléaire qui demande des champs beaucoup plus intenses, avec des grosses bobines, etc. Et on utilise deux étages, souvent un étage avec un alliage tel que praséodyme-nickel, PrNi5, et un deuxième étage avec du cuivre. Le premier étage permet d'atteindre cette température-là, et le deuxième, cette température-là. Et typiquement, on va utiliser des champs de 5, 6 ou 7 Tesla, et un champ final de l'ordre de 0,3 millitesla, comme ici dans notre exemple. Avec ce type de dispositif, et avec des pertes aussi faibles qu'un milliardième de watts par mole, on peut, en isolant très très bien le système, on peut maintenir ces températures extrêmement basses de microkelvin pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, ça permet de faire toutes sortes d'expériences. Évidemment, on ne va pas ouvrir l'appareil pour aller mettre une substance à étudier. On réchaufferait le truc, donc on met tout ce qu'il faut à l'intérieur, on refroidit le tout, on manipule avec des manipulateurs extérieurs qui agissent par commande électrique ou autre, et toutes les précautions d'usage pour éviter les fuites thermiques, etc. Et ça permet d'étudier, par exemple, les propriétés de transition de l'hélium ou d'autres matières à cette température extrêmement basse du microkelvin. Voilà, alors, il y a une question qu'il faudrait se poser. Comment est-ce qu'on sait tout ça? Parce que pour savoir si ça marche, c'est bien beau, la théorie, et dire oui, on l'a fait, ça marche. Mais comment le sait-on? Parce que pour ça, il faut mesurer des millikelvins ou des microkelvins. C'est pas avec le thermomètre à mercure qu'on a dans le salon qu'on peut faire ça. Donc la question se pose, comment est-ce qu'on fait pour mesurer des températures aussi basses? Des températures typiquement inférieures à 1 Kelvin. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.